soir aux nouvelles nationales d'APTN. Un avocat poursuit le gouvernement du Québec pour sa façon de gérer la rentrée scolaire. Il faut vraiment que les gens s'informent, qu'ils aillent voir ce qui se passe dans le bois. Ce n'est pas du tout comme sur papier. Des Premières Nations et des non-autochtones s'allient contre un projet de déforestation. Le projet de loi 61, abandonné par le gouvernement du Québec. Oui, bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Aujourd'hui marque le premier épisode de la deuxième saison des Nouvelles nationales d'APTN diffusées en français. Toute l'équipe de la production et de la programmation se joint à moi pour vous dire merci aux téléspectateurs ainsi qu'aux internautes. La semaine dernière, nous avons abordé la manière dont les Premières Nations du Québec établissent leurs propres règles concernant la rentrée des classes. Aujourd'hui, un avocat spécialisé en droit de la personne, représentant un groupe de parents, poursuit le gouvernement du Québec devant les tribunaux pour sa façon de gérer la rentrée scolaire pendant la pandémie de la COVID-19. L'avocat spécialisé en droit de la personne, Julius Gray, a déposé une requête devant la Cour supérieure du Québec la semaine dernière. Il estime qu'obliger les enfants à se présenter en classe est une violation des droits garantis par la Charte. Selon le ministère de l'Éducation du Québec, tous les enfants n'ayant pas d'exemption médicale devront retourner à l'école. Maître Gray souhaite que la province de Québec soit en mesure d'offrir des cours en ligne ou à distance à toutes les familles qui ne sont pas d'accord avec le fait d'assister physiquement aux cours. Cette fin de semaine, des membres des Premières Nations et des non-autochtones se sont alliés et ont manifesté contre un projet de déforestation du gouvernement. Protégeons nos forêts! Les membres de la page Facebook Protégeons les forêts de la Naudière comptent dans leur rang des membres de la nation Atikamekw. Ils ont décidé ensemble de sonner une alarme contre le plan d'aménagement forestier du gouvernement de 2018-2023. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. C'est l'écorce du boulot qui nous a permis de survivre. Il nous a donné toute la source de la vie. Yvan Boivin, Atikamekw, originaire de Manawan, travaille pour la protection du territoire. Il fabrique des canots et des paniers en écorce. La forêt est donc sa matière première. Mon magasin, c'est le territoire. Il faut que j'aille dans le territoire pour en procurer. Tu sais, ça ne se vend pas des affaires là, comme chez Canadian Tire ou chez Bruna. Ils ne vendent pas d'écorce encore. Là. Le Nitaskinan regroupe toutes les familles de 3 communautés, Manawan, Wemontaché et Obidjwan, qui ont vécu et vivent encore sur ce territoire, et est un territoire non cédé, et il est touché au sud par les projets de coupe du gouvernement. C'est la raison pour laquelle Boivin s'est joint au groupe qui manifeste pour protéger les forêts de la Naudière avec des non-autochtones. Jennifer Raphaël est la cofondatrice de Protégeons les forêts de la Naudière. Il y avait une consultation publique qui a eu lieu il n'y a pas longtemps dans la Naudière par rapport à des grands projets de coupe de bois sur des grandes superficies. Puis on était inquiets de voir ça. On est allés, les amis, là-bas à la consultation, mais on le sait que les consultations, c'est pas vraiment une discussion. C'est une réalité que le chef du conseil des Atikamekw de Manawan a dénoncé publiquement. Quand on voit les nouveaux chemins, les nouvelles coupes, les nouvelles zones de coupe, c'est des occasions de frustration à bien des égards pour les Atikamekw. Donc, Protégeons les forêts de la Naudière formule des revendications qui sont d'arrêter les coupes à blanc, un moratoire pour les bolos blancs, une gestion du territoire de nation à nation et que le gouvernement fasse pression lorsque l'industrie ne respecte pas les lois. Boivin avait déposé au Conseil de la Nation Atikamekw une pétition contre la coupe des bolos blancs regroupant 600 noms. Il n'en a jamais reçu de retour. Ils continuent leur manifestation.
Raphaël explique qu'il y a beaucoup d'alternatives aux coupes à blanc, dont la micro-sylviculture ou des coupes partielles. Selon elle, le gouvernement a fait une campagne de désinformation sur la coupe de bois. Il faut vraiment que les gens s'informent, qu'ils aillent voir ce qui se passe dans le bois. Ce n'est pas du tout comme sur papier. Pendant que les projets persistent sur le territoire, Yvan Boivin en appelle aux autres nations. Ils mènent le même combat que nous autres, qui arrivent les mêmes problèmes de leur territoire également. C'est pas juste ça, mais on veut que ça cesse. Là. Puis là, pas juste la Naudière, mais tout le Québec au complet devrait embarquer aussi. Là. Je demande l'appui de mes frères et sœurs qui pourraient venir aussi, les Anishinabés, les Inuits, les Cris, puis les autres, là, comme les Abénaquis aussi. S'ils peuvent venir, là, on aimerait ça que vous venez nous appuyer, pas juste nous regarder. Le ministère des Forêts consulte la population sur le plan d'aménagement forestier prévu pour 2018-2023 dans le nord du Québec jusqu'au 28 août. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Une enquête sur les populations d'orignaux dans la réserve faunique de la Vérandrie a confirmé ce que la nation algonquine estimait déjà savoir. Des mesures sont nécessaires pour les protéger. Des relevés aériens du parc ont été effectués en janvier et en février, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et Parcs du Québec. Moins d'orignaux que prévu ont été recensés. Environ 2 orignaux ont été aperçus par tranche de 10 km². Le gouvernement du Québec affirme que les résultats ne sont pas critiques, mais qu'il discutera des efforts de conservation avec les Algonquins au cours des prochaines semaines. Et c'est ce que espère Adrienne Jérôme, chef du Conseil des Anishinabés du Lac-Simon. Elle soutient qu'ils n'ont pas vraiment travaillé ensemble jusqu'à présent et demande toujours un moratoire. Non, ils nous ont fait embarquer dans l'hélicoptère, un point c'est tout. Il n'y a pas de travail de collaboration qui pensent que les autres, là, c'est d'avoir... On a participé, oui, mais c'est avec le résultat de la recherche, là, ils nous ont pas demandé. Ils nous ont pas dit, les autres, ils nous ont pas impliqués là-dedans. Ben, ils ont fait le rapport, ah ouais, c'est ça, puis vous avez rien à dire. Vous avez juste participé. La communauté Anishinabé de Pikougan est la plus récente à se joindre aux nations Innu et Atikamekw pour s'opposer avec acharnement avec un projet majeur de développement d'Hydro-Québec qui vise à augmenter les échanges énergétiques avec les États-Unis. La interconnexion Appalaches-Maine parcourrait environ 100 km de Thetford Mines à la frontière du Québec et du Maine. Les communautés de Pessamit et Wemotaci ont déjà demandé d'être inclus dans les négociations avec Hydro-Québec. Durant les audiences de cette semaine, un porte-parole pour le groupe a expliqué que plus de 30% du développement d'Hydro-Québec est fait sur des terres protégées par des droits ancestraux. Le développement continu perturbe la relation avec le territoire et cause des problèmes socio-économiques. Notre devoir de mémoire envers nos ancêtres est l'obligation morale qui nous incombe de redonner l'espoir à nos enfants, ne permettre plus aux Pessamit, Ulnuti, Wemotaci et Innu d'accepter les décisions préjudiciables du gouvernement du Québec et d'Hydro-Québec. Le gouvernement du Québec dit qu'il va abandonner le projet controversé de la loi 61, une législation qui aurait supprimé l'obligation de consultation avec les Premières Nations sur des projets de développement économique. Le projet de loi était voulu comme un moyen de relancer l'économie suite à la pandémie. Mais pour les chefs des Premières Nations, le projet n'a pas été bien accueilli dès le départ. Au lieu d'introduire les changements que l'Assemblée nationale a proposés en septembre, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a dit aux Nouvelles TVA que le gouvernement propose de rédiger un nouveau plan avec les mêmes buts. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux.
Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle_aptn. Au retour, on vous présente les hommages faits à Joe Norton lors de ses funérailles. Restez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les membres de la communauté et les politiciens se sont réunis à Kahnawake, près de Montréal, pour les funérailles de l'ancien grand chef Joe Norton. Norton est décédé le 14 août à l'âge de 70 ans. Il a servi sa communauté pendant plus de 30 ans, après avoir été élu comme grand chef en 1980. Avant de commencer sa carrière politique, Norton était un travailleur du fer. Il était ainsi un acteur clé pendant le siège de Kanesatake en 1990. Ceux qui lui ont rendu hommage mercredi se rappellent Norton en tant qu'un fier défenseur des droits autochtones. Quelqu'un qui a pris le temps pour faire des alliés et pour éduquer des figures importantes sur les enjeux de sa communauté. He didn't have to take the time for my curious mind. I mean, he'd outlived about a dozen or so prime ministers. So why bother with me? But I think that's what I've come to learn was two things. His ingrained sense of respect, and second, that he took a chance on me. For that, I'm grateful. Important aussi pour moi de, évidemment, au nom des chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador, d'exprimer mes condoléances à la famille, aux personnes qui lui sont chères, mais surtout les remercier pour avoir su partager à travers les 30 dernières années son temps, évidemment, mais également sa passion et son dévouement pour l'intérêt collectif de l'ensemble de nos nations. Au Nunavut, le comportement d'agents de la GRC lors d'une arrestation fait l'objet d'une enquête à la suite du dépôt d'une plainte par un civil à Kinget au sujet d'un incident qui a eu lieu en juin dernier. La vidéo prise à ce moment-là montre un véhicule de la GRC se dirigeant vers un homme. On ouvre la porte latérale, puis l'homme se fait frapper au sol. Au poste de la GRC, l'homme se fait ensuite agresser par un autre détenu et finit par être hospitalisé. Les agents impliqués dans l'incident font maintenant l'objet d'une enquête pour avoir utilisé une force excessive. Près de 5 mois se sont écoulés depuis qu'une famille CRI s'est placée en isolement sur le territoire dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Et, comme l'explique Jimmy Pachagumskum, les membres de cette famille sont prêts à y demeurer aussi longtemps qu'il le faudra. Nous sommes aujourd'hui au 132e jour. Louis-René Kanatewat et sa famille se sont rendus sur la côte de la baie James en mars. Ils sont originaires de Chisasibi, mais ils ont pris la décision de se placer en isolement dans leur camp en mars. L'objectif était de protéger leurs 4 enfants de la pandémie actuelle. He has a lot of respiratory problems whenever he gets sick. So usually he's prone to getting pneumonia and those type of things. Monsieur Kanatewat nous parle de Samuel, son deuxième plus jeune. Samuel est né avec la trisomie 18, une maladie génétique rare. Il est particulièrement vulnérable aux risques associés à la COVID-19. With COVID-19, we hear it causes a lot of problems when it comes to respiratory systems. So for us, we felt that if Samuel were to get this virus, it'd be very, very detrimental to him. It'd be a struggle for him to get through it. So for us, we felt it would be safe to just completely isolate away from the virus. Le camp, qui est inaccessible par la route, est situé à environ 67 km de Chisasibi.
Au départ, la famille devait participer à la chasse à l'oie printanière, puis retourner à la maison lors de la réouverture des écoles. Mais cela ne s'est jamais produit. Donc, ils ont récupéré leur canot en prévision d'un long séjour. Et grand-père Louis Kanatewat leur apporte des provisions par bateau. Mais de façon générale, la famille récolte les produits de la terre. La mère Marlene Chicapio explique que la famille est heureuse de pouvoir passer du temps ensemble. We prefer here, staying here, because we're closer as a family here, instead of Chesapeake, where people are in their rooms, people are in different areas of the house. But here, it's just one cabin, and that's it. We get to enjoy each other's more, I find. Amber est l'enfant aîné de la famille. Elle affirme qu'elle aime la pêche et les promenades en bateau. Mais qu'est-ce qu'elle préfère au camp? Sleeping. Et quelle est la première chose qu'elle fera au retour de sa famille dans la collectivité? Eat pizza. Louis-René Kanatewat indique que vivre sur la Terre pendant si longtemps est une expérience extraordinaire. C'est quelque chose qu'ils ont toujours voulu faire. Et ils vivront des produits de la Terre aussi longtemps qu'il le faudra, si tout le monde contribue. Oh my goodness! Un reportage de Jamie Pashagumskum, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Après la pause, dans le cadre de notre série estivale sur la crise d'Oka, c'est l'arrivée des chars d'assaut. Soyez là. Dans le cadre de notre série estivale, nous revoyons les dates clés de la résistance Mohawk, appelée la crise d'Oka. Il y a 30 ans depuis que l'armée a commencé leur occupation à Kanesatake. Well, we've got a lot of traffic problems this morning. For people who are just waking up, the Mercier Bridge has been blocked off by the Kanawaki Warriors. You cannot get anywhere near it. I was on the bridge all summer. That's my second home. The Mercier Bridge is a major artery to get traffic in and on the island of Montreal. People had to go around. It took them, take 4 hours to get to Montreal. And the whole reason we did that was to protect Kanesatake. So everyone is angry and fed up with this bullshit that's going on. The only thing that negotiations really focused on were the barricades at the Mercier Bridge. We did clamp scrap metal on the side of the bridge and brought a torch up and start blowing sparks off. And all over the press, the Mohawks are cutting the bridge down. Essentially, that was the only thing that negotiations were about. They weren't about people leaving here peacefully. They weren't about no criminal charges. It wasn't about anything. It wasn't even about land. Today is a breakthrough. Today we've agreed on preconditions. Originally, we had a tentative agreement with Ellen Gabriel, which would have respected the Native people lands and would have put an end to the quarrel. And John Chacha tried his best, but at that time and throughout the summer, nobody was controlling the SQ. They were quite upset that they had tried to go into the community of Kanesatake, and even more upset at the fact that one of their own got killed. As soon as we went over the mountain, the SQ were there in an unmarked car. One police officer who had an automatic weapon pointed about a foot from my head. That was everyday life for most people. Anytime they would try to cross to go buy food or anything, they were treated poorly at all the checkpoints. And he was shaking. He was shaking like this, and I got angry. Make them undress in public to check them. Put greasy hands that they've dug in their car and putting it on somebody's clean white shirt. I basically called him a few choice words, like a hole, and I said, put that gun down, let's go on shore. We'll see how tough you are, And they said, Mrs. Etienne, you are under arrest. And I said, well, what am I under arrest for?
They said, for intimidation, because you're behind the barricades. I said, I live here. The SQ didn't want a settlement because they wanted to force their way to tell the natives, this is what you have to do. You could see the hatred and the anger of the police. So how can you have a peaceful disengagement when the SQ are a law unto themselves? On the other side, the radicals were expecting to negotiate terms and conditions which would have taken their lands out of the provincial jurisdiction and they would have become an independent nation. It was a farce. It wasn't a good situation, good circumstances, and we walked away from the table looking at it and saying, you know, these people want a war. That's what they want. It was awful. It was awful. And I felt sorry for the Sûreté du Québec. So they were in an untenable situation, complete conflict in both ends. We actually had a TV up on the bridge and we were watching all the newscasts. We saw everything and we saw what was going on. Of course we were upset when they were burning effigies of Mohawks. Premier Barraza didn't think that the SQ was equipped to deal with the situation. So he called Ottawa and he called in the army. And it sort of came out to us that the government brought the army in because they couldn't solve it. So if the army solved it, great. If the army screwed up, then we had somebody to blame. Kahnawake were pretty much prepared for any incursion. We did know that there were some weapons up on the bridge that were dangerous. One was a .50 caliber sniper rifle, and we were concerned about that because we didn't have anything to protect ourselves from that type of fire. Even our APCs, our armored personnel carriers, that breeze through that just like butter. Our men have worked high steel since there's been high steel. So that gives us knowledge of bridges and structure. Knowing what it takes to blow a bridge up, we sort of realized that it was more words. If you say you're going to do it, it's just like you're doing it. So it causes the same amount of fear amongst the people. The outside knows that yes, it was wired to go at one time. From a military standpoint, we knew exactly what it would take to put a bridge like that down, and there'd be truckloads of explosives. Kahnawake has per capita for any community anywhere in the U.S. We have more military U.S. servicemen per capita here in this community. So training and knowledge is very diverse. We had to avoid another death. We could not have lived down the idea that Native people were massacred or killed. I was on the line. I didn't want to die, but if I had to, I had to protect those people. The fear the soldiers had of having to use deadly force against Canadians, to them, I've spoken to guys who are really roughed up over the fact that, it could have come to that there. We did what we had to do. The only thing I had to worry about is, am I getting shot today? That gun now, we'll go for it. I'll take the piss out of you, boy. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.